Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va intéresser à la fois les investisseurs en immobilier et les investisseurs en bourse, puisqu'on va s'intéresser aux biais comportementaux en investissement. Alors effectivement, en finance et en investissement, on est tous biaisés par nos affinités naturelles. Et on sait que pour être un bon investisseur, il faut rationaliser le plus possible. Alors, pourquoi une vidéo justement sur ces biais comportementaux? Parce que finalement, les connaître, ça va vous permettre de reconnaître ces biais comportementaux. Et quand on connaît son ennemi, qu'on est capable de le reconnaître quand il se présente, ben évidemment, il est beaucoup plus facile de le vaincre. Alors, je vais d'abord reciter, mais passer rapidement sur des biais que j'ai déjà traités in extenso dans d'autres vidéos ou dans des articles. Alors le premier, c'est le biais du survivant. J'avais fait une vidéo complète là-dessus, donc je vous la mettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller la voir. Je le rappelle vite fait le principe. Le biais du survivant, c'est qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un qui a eu des performances exceptionnelles en bourse sur les 3-4 dernières années, un entrepreneur qui a particulièrement réussi, vous vous dites que voilà, que sa méthode fonctionne et il faut l'imiter, elle est infaillible, etc. Sauf qu'en fait, il faut bien être conscient que si vous demandez à toute la population française de lancer 20 fois de suite une pièce de 2 euros à pile ou face, et il va à la fin y avoir des gens qui auront lancé 20 fois la pièce et seront tombés 20 fois sur pile les 20 fois à la suite. Voilà, si pariait à la roulette sur le rouge et noir à pile ou face et qu'il gagnait 20 fois, il serait à la tête d'une petite fortune. Bon, j'oublie volontairement la marge du casino avec les 0 et double 0 de la roulette pour la démonstration, mais bon, c'est pour bien voir le principe. Et donc, en fait, le biais du survivant, c'est que vous entendez parler des personnes qui ont réussi, vous pouvez focaliser dessus, mais l'investisseur en bourse qui a réussi en appliquant telle méthode ou l'entrepreneur qui a réussi, peut-être qu'il y en a pour un qui a réussi, 5 ou 10 autres qui ont appliqué la même méthode et qui ont échoué. Évidemment, ceux-là, vu qu'ils ont échoué, ils ont entre guillemets disparu du paysage et vous n'en entendez pas parler. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. On peut focaliser un peu sur des choses en se disant que voilà, en faisant comme ça donne tel résultat, mais on a un effet biais du survivant. Bon, je ne reviens pas dans le détail, j'ai utilisé une vidéo complète là-dessus, donc je vous la mets dans la description. Le deuxième que j'ai déjà traité comme biais comportementaux en investissement, c'est le biais d'excès de confiance ou biais des experts. Donc souvent, les experts, en fait, pensent être plus experts dans leur domaine, en fait, que la vraie connaissance, que la véritable connaissance et la véritable maîtrise qu'ils ont des choses. En tant qu'investisseur, voilà, vous pouvez avoir un biais d'excès de confiance quand vous pensez maîtriser des choses et qu'en fait vous les maîtrisez un peu moins que ça en réalité. Donc sur le biais des experts, j'ai un article complet que je vous mets pareil dans la description de la vidéo et vous verrez que c'est assez intéressant, il y a des exemples précis. Et enfin, le dernier biais que je pense que vous connaissez et sur lequel je vais passer vite parce qu'il est cité dans plusieurs de mes livres, entre la gestion du patrimoine, la bourse, etc., où on parle des effets des bulles, c'est le biais de comportement moutonnier. Donc on sait que dans les bulles de marché, il y a un effet grégaire avec, voilà, quand les investisseurs voient que quelque chose a déjà beaucoup monté, arrivent à la fin pour acheter parce que mon voisin gagne de l'argent sans rien faire, je veux faire pareil. Et on l'a vu encore récemment sur les investisseurs particuliers de Wall Street Bets et l'action GameStop. Finalement, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont entendu parler de ça un peu sur le tard, qui sont arrivés à la fin, qui ont acheté beaucoup trop cher quand les gains étaient déjà faits, et puis quand le soufflet est retombé, évidemment, ils y ont laissé des plumes. Alors, un autre biais, maintenant on va rentrer dans le détail sur les biais que je n'avais pas déjà abordés précédemment sur mon blog ou sur ma chaîne, c'est le biais d'ancrage. Alors, ce qu'on appelle le biais d'ancrage, il est utilisé pas mal en marketing. C'est quand vous avez une certaine référence et puis que vous la gardez en tête finalement pour la suite de vos actions. Alors en marketing, on l'utilise par exemple où on vous propose un produit
à 200 €, et puis juste après on vous barre le prix et puis on vous met réduction exceptionnelle 150 €. Bon, peut-être que le produit est toujours vendu à 150 €, mais dans votre tête vous avez l'impression de faire une affaire puisque vous avez la première référence d'ancrage, ça vaut 200 €, bah, je l'achète à 150 €, je fais entre guillemets une affaire. Alors comment on le retrouve en investissement, ce biais d'ancrage? Alors on peut le retrouver en bourse et en immobilier. En bourse, par exemple, bah, vous avez comme référence, comme ancrage, le cours passé des actions. Par exemple, quand l'action Orange dans la bulle de 2000 était montée à 200 €, bah, quand elle est retombée à 50 €, il y a des investisseurs qui l'ont acheté en se disant, voilà, l'action, bah, je l'achète au quart de son maximum, un jour elle remontera à son ancien prix de 200 € et j'aurai fait une affaire. Et ça sans regarder les fondamentaux de la société, pourquoi elle était surévaluée, etc. Bon voilà, aujourd'hui l'action 20 ans après Orange, elle vaut une dizaine d'euros. Donc c'est un ancrage qu'on peut avoir en bourse, c'est un biais d'ancrage qu'on peut avoir en bourse si on se réfère à un cours qu'on a connu par le passé et qui n'est plus forcément pertinent. Moi je l'ai connu également, ce biais d'ancrage en immobilier, alors là dans l'autre sens. Bah, il y avait une ville moyenne que je connais assez bien, où j'avais vu les prix, où je connaissais bien les prix de 2015 par exemple. Et pour moi c'était une ville finalement, bah, voilà, une ville moyenne de province, hein, pas très grande, en gros où les prix étaient stables et ne montaient pas. Et j'y suis revenu pour intervenir en immobilier en 2019. Et là, les prix avaient finalement pris entre 10 et 15% par rapport à ma référence de 2015. Et en fait, bah, du coup, j'avais l'impression, chaque fois que je trouvais quelque chose, un bien immobilier, que c'était trop cher, et donc je n'achetais rien. Et pourtant, finalement, même avec ce prix de plus 10 à 15%, cette ville est restée rentable. Donc il m'a fallu un certain nombre de mois pour que je comprenne que j'avais un biais d'ancrage, que je réétudie finalement avec un œil neuf la ville et en oubliant ma référence d'ancrage de prix de 2015 et ma considération que c'était une ville où les prix ne montaient jamais. Alors, il y a quelque chose qui est aussi un peu parallèle au biais d'ancrage. Alors certains l'appellent le biais d'ancrage, certains le différencient en l'appelant le biais de formulation. Ça va être par exemple, ça vous pouvez le retrouver en investissement, mais je vais plutôt vous donner un exemple de la vie courante là. Bon, imaginons, vous vous promenez à Decathlon. Vous trouvez des baskets sympas, donc on va dire vous allez à Decathlon, vous voulez les essayer, vous les achetez pas en ligne, c'est des baskets, bon c'est bien d'essayer pour être sûr de la taille. Donc vous trouvez des baskets voilà, pour faire votre jogging sympa à Decathlon à 150 balles. Elles vous plaisent, elles sont bien, etc. Puis, mais vous vous dites, bon, 150 balles, c'est quand même un peu cher, quoi. Alors, vous avez votre smartphone dans la poche, vous regardez un peu combien elle valent à Intersport. Vous savez qu'il y a un Intersport à 1,5 km. Bon, bah, vous voyez qu'Intersport, elle valent 100 balles. Bon, bah, vous vous dites, bon, pour 50 balles, ça vaut le coup, je vais prendre la voiture, je vais faire mes 2 km, je vais aller à Intersport, vérifier qu'ils ont la taille, et puis j'achète mes baskets et j'aurai gagné 50 €. Et puis, un autre jour, un autre samedi, vous avez envie d'acheter une télé, une belle télé, voilà, je ne connais pas les normes actuelles, mais bon, avec les dernières normes, avec un super grand écran, vous vous trouvez à Boulanger par exemple, et donc pareil, vous voulez aller en magasin et pas en ligne pour vous rendre compte de l'image, de ce qu'elle donne réellement, etc. Et donc vous avez trouvé votre télé qui vous plaît à 1500 €. Bon, pareil, vous regardez que vous l'achetez pas trop cher, vous comparez les prix, alors vous regardez, il y a un Darty, pareil, il y a 2 km, bon, vous ne voulez pas la commander, hein, vous voulez l'emporter, tant qu'à faire, c'est samedi, vous avez le week-end pour l'installer. Bon, vous voyez qu'à Darty, elle est à 1450 €. Bon, là, vous vous dites, bof, bah, ça vaut pas le coup, entre 1450 et 1500 €, je vais pas faire 2 km pour aller la chercher, bah, je la prends là. Alors qu'en fait, vous auriez gagné les mêmes 50 € que le samedi précédent. Sauf qu'en fait, bah, votre cerveau est biaisé parce qu'il a raisonné en pourcentage. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, voilà, 50 € par rapport à 1500 balles, ça vaut pas le coup de s'embêter. Alors que pour les baskets, il avait dit, bah, voilà, 100 € par rapport à 150 €, c'est plus 5%, mais c'est 33%. Là, ça vaut le coup de s'embêter. Alors qu'en fait, entre les deux, vous avez fait le même trajet de 2 km, le même temps utilisé, et vous avez gagné la même somme, 50 €. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les biais d'ancrage et un peu les biais de formulation.
et ils se retrouvent dans la vie courante, mais aussi en bourse et en immobilier. Alors, un autre biais comportementaux qu'on a en investissement, c'est le biais de connaissance. Alors, le biais de connaissance, finalement, ça rejoint un peu le biais des experts, mais ce coup est appliqué à vous-même. C'est surestimer sa compréhension de quelque chose, de sa dynamique et des risques associés. Voilà, ça va être par exemple une action en bourse, vous étudiez l'entreprise, vous regardez ses rapports d'activité, vous êtes client du secteur, vous estimez connaître un peu le secteur, vous trouvez que l'action est décotée et donc vous achetez l'action. Sauf qu'en fait, vous avez mal compris vraiment la dynamique du business. Vous n'avez pas vu que si l'entreprise était décotée, c'était pour une bonne raison, c'est-à-dire que le business était vraiment en difficulté. Et donc, finalement, vous avez surestimé votre connaissance et vous avez sous-estimé les risques associés à cet investissement. Je pense qu'on peut aussi le retrouver en immobilier, parce que moi je vois dans mon entourage de jeunes investisseurs qui sont biberonnés un peu aux vidéos YouTube, où c'est vrai qu'on peut acquérir pas mal de connaissances en immobilier, et qui voient que finalement, ceux qui affichent les plus grosses rentabilités sur des projets, c'est ceux qui se lancent dans un immeuble de rapport où il y a pas mal de travaux, etc., pour faire du rendement entrepreneurial, comme j'explique dans le livre, et qui tout de suite, dès leur premier projet, se disent moi je veux faire de la renta, c'est pas la peine de perdre du temps avec des petits trucs, je me lance dans l'immeuble de rapport assez gros et avec des travaux importants. Par contre, ils ont sous-estimé leur expérience en fait et leur connaissance. C'est-à-dire que les gens qui peuvent montrer des projets comme ça sur YouTube, ils savent les précautions qu'il faut prendre sur les gros travaux, ils ont déjà eu sûrement de l'expérience de gérer des problèmes de travaux sur des plus petits biens, sur des travaux plus simples, etc. Et finalement, ils ne se rendent pas compte des difficultés, ils se lancent dans un projet un peu trop gros pour un premier projet, et puis ils accumulent les difficultés, les surcoûts de travaux, les retards, les complications. Ils n'arrivent pas à gérer parce que c'est compliqué, il faut arriver à faire le boulot en même temps et puis gérer le chantier. Enfin voilà, c'est des choses, quand on a zéro expérience, qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc ça, c'est le biais de connaissance. Un autre des biais comportementaux que l'on a en investissement, c'est le biais de continuité. Alors le biais de continuité, finalement, c'est d'extrapoler une situation actuelle ou une tendance à l'infini dans l'avenir, en fait. Ou en tout cas, assez loin dans l'avenir. Alors, là, je vais prendre un peu un exemple marché, mais moi, je me souviens très bien en 2008, quand on avait le pétrole qui était assez plus haut, vers 140, 150 $, et que finalement il montait d'année en année depuis 2004 avec l'émergence de la Chine qui pompait des matières premières, etc. Je sais très bien qu'en 2008, la question, que ce soit d'ailleurs des experts ou votre voisin amateur d'investissement qui à l'époque s'intéressait aux matières premières puisque c'était la mode, la question c'était, et la question que les gens se posaient, c'était à quelle date il va atteindre les 200 $ le baril, ce pétrole. C'était pas est-ce qu'il va à un moment donné atteindre les 200 $ le baril, c'était à quelle date il va les atteindre. Alors, je vous rappelle que depuis, il n'a jamais atteint ces 200 $ le baril, et aujourd'hui, on doit être aux alentours de 60 $ le baril. Mais voilà, la tendance était tellement dans le même sens depuis 4 ans que les gens l'extrapolaient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de continuité. Alors, un autre des biais comportementaux en investissement, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, c'est la tendance qui confirme à ne prendre en compte que les informations qui confirment nos croyances et à ignorer celles qui vont à l'encontre de nos croyances. Alors, ça, on peut le retrouver à la fois en bourse et en immobilier. En bourse, ça va être quand vous avez investi dans une action, de ne lire sur les forums, etc., et de ne prêter attention finalement qu'aux analyses qui vont dans votre sens. Et de discréditer finalement les thèses qui sont antagonistes à la vôtre. C'est-à-dire quand il y a une analyse qui va à l'encontre de la vôtre, qui disent voilà, ça je pense que c'est pas un bon investissement parce que l'entreprise a telle ou telle difficulté. Soit vous voulez pas lire l'article, soit vous le lisez et puis vous dites le mec il est nul, il y connaît rien, quoi. Alors qu'en fait, c'est intéressant de prendre en compte les gens qui challengent votre thèse, parce que finalement, voilà, ça permet d'avoir un esprit critique sur votre thèse, de la challenger,
vous pouvez réfuter les arguments ou pas, mais il faut essayer de les regarder avec un esprit rationnel, pas avec ce biais de confirmation. Alors, comment on peut avoir le biais de confirmation aussi en immobilier? Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous avez acheté un appartement voilà, dans un quartier d'une certaine ville. Quand vous l'avez acheté, vous l'avez peut-être acheté voilà, en partie pour le rendement, mais sur cet investissement-là, vous avez clairement misé sur une certaine plus-value à terme, à horizon 10, 15 ou 20 ans. Et vous allez avoir tendance finalement à ne prêter attention qu'aux bonnes nouvelles. C'est-à-dire que vous allez entendre que la ville gagne des habitants, vous dites cool, en démographie c'est dynamique. Vous allez entendre que la ville gagne des étudiants, vous allez dire voilà, mon bien, si je veux le vendre à des étudiants, il y aura encore plus de demandes, ou si je veux le louer à des étudiants, enfin, quand je veux le vendre à des étudiants, que je veux le vendre à des parents d'étudiants plutôt, si je veux le vendre à des investisseurs, il y aura encore plus de demandes locatives. Donc ça confirme ce que je pensais, c'est je fais un bon investissement, ça va me faire une plus-value. Et puis par contre, il peut y avoir des nouvelles qui vont dans l'autre sens à côté, où par exemple le quartier dans cette ville dans laquelle vous avez investi, voilà, il est plutôt en train de se dégrader. Plutôt que ce soit le bon quartier qui rayonne dessus, avec une migration de population et une gentrification, c'est plutôt le mauvais quartier de l'autre côté qui est en train de rayonner sur votre quartier intermédiaire. Et ça, il y a des informations voilà, dans la presse locale que vous pouvez entendre qui peuvent vous alerter. Sauf que vous les ignorez par votre biais de confirmation, en fait. Alors que justement, ce serait, si le quartier se dégrade vraiment, peut-être que ce bien-là, il faudrait l'arbitrer finalement, parce que vous avez fait une erreur au départ. Bon, voilà, je vous préviens, la vidéo va être un peu longue, hein, donc il en reste encore quelques-uns des biais à voir ensemble. Ce que je vous suggère en attendant, c'est quand même de mettre une petite mention j'aime pour la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça va en tout cas beaucoup aider la chaîne et si vous aimez le contenu gratuit que je vous propose, ça m'aidera. Et ça me donnera envie de continuer à en proposer. Alors on va passer à un autre biais. Et celui-là en investissement, il peut être dangereux, c'est bien de le connaître. Alors moi je l'appelle le biais du coût irrécupérable. Bon, alors les biais peuvent avoir des noms qui varient un peu selon les gens qui les citent, hein, mais je trouve que celui-là, il est bien mémotechnique en fait, en l'appelant comme ça, donc biais du coût irrécupérable. Alors, je vais l'illustrer avec un exemple en bourse et en immobilier parce qu'il s'applique vraiment dans les deux, mais je vais d'abord commencer, pour bien que vous compreniez ce que c'est, par un exemple de la vie courante. Imaginez que vous achetez 2 places, on dira 15 € hein, pour un spectacle voilà, de théâtre comique, je ne sais quoi. Le spectacle il est dans votre ville, il est dans un mois, un samedi soir dans un mois, et vous avez acheté vos 2 places, bon vous êtes content, vous avez vos 2 places. Et puis entre-temps, vous avez plusieurs connaissances, plusieurs amis, plusieurs collègues qui vous disent qu'ils ont été voir ce spectacle, et ils vous disent ah, c'est vraiment pourri, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, Thomas s'est endormi, voilà, c'était catastrophique, enfin voilà. Bon. Et alors en fait, finalement, même si on vous a dit que c'était pourri, comme vous avez acheté vos places, il y a de bonnes chances que vous y alliez quand même à ce spectacle, puisqu'elles ne sont pas remboursables, vous avez acheté vos 2 places à 15 €. Et par contre, si ces places, on vous les avait données, vous les aviez gagnées à un concours, à la kermesse du petit, à la radio, je ne sais quoi, en fait, si on vous disait comme ça que c'est pourri, vous les mettriez à la poubelle. Et puis vous vous diriez, j'ai beaucoup mieux à faire de mon samedi soir, je ne vais pas aller à ce truc pourri. Et en fait, pourquoi? Juste parce que vous ne voulez pas perdre finalement le coût des places que vous avez payé au départ. C'est une sorte de coût irrécupérable. Donc en gros, vous avez commencé l'action, c'est-à-dire que vous avez acheté vos places, vous allez aller jusqu'au bout, vous allez aller voir le spectacle, vous savez qu'il y a 99% de chances que vous vous emmerdiez et que ce soit nul. Alors, ce biais de coût irrécupérable, il peut être assez dangereux en investissement. Je vais prendre un exemple immobilier. Bon, imaginons, vous repérez voilà, un endroit où tout le monde ne se jette pas dessus, hein, on va dire, vous avez un peu le temps de négocier, un immeuble de rapport affiché à 350 000 €.
avec des travaux, etc. Bon, il est vendu par un particulier, vous le contactez, dans le dialogue, vous sentez qu'il est négociable à 300 000 euros. Hein. Vous dites, bon, moi je serais plutôt sur 300 000 euros, il laisse la discussion totalement ouverte à 300 000 euros, vous pensez que c'est jouable à 300 000 euros. Vous lui demandez s'il est OK pour faire passer un maître d'œuvre, pour que vous puissiez estimer les travaux que vous vouliez faire, etc. Regardez avec lui, le vendeur est OK. Donc vous faites passer un maître d'œuvre. Il faut dire, il y en a voilà, pour 100 000 euros de travaux, donc vous estimez, vous faites vos calculs, vous dites 300 000 euros d'immeuble plus 100 000 euros de travaux, bon 400 000 euros hors frais de notaire, vous faites votre calcul de rentabilité, vous dites ouais bon c'est un bon projet, c'est rentable, je veux y aller. Et puis donc après ça avance, et puis il y a des petits loups qui arrivent. En fait le vendeur il ne veut pas vous le lâcher à 300 000, mais il veut vous le lâcher qu'à 320 000. Les travaux, il y a un petit truc que vous n'aviez pas pris en compte, c'est pas 100 000 mais c'est 110 000. Après en vous renseignant auprès de la mairie, vous voyez qu'il est dans un secteur où ils vont un peu vous obliger à refaire les façades, donc il va y avoir 40 000 euros de façade de l'immeuble à refaire sous 1 à 2 ans. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un projet qui est plus à 400 000 euros, mais qui est à plus de 500 000. Rationnellement, si vous refaisiez les calculs au départ, vous diriez, non, ce truc-là, je le laisse de côté, c'est pas intéressant, c'est pas super rentable. Par rapport à l'investissement qu'il faut, aux travaux, à se faire chier, au temps passé, ça vaut pas le coup. Sauf qu'en fait, vous avez déjà vachement investi de temps dans le projet. Vous avez fait venir le maître d'œuvre, vous avez demandé des devis pour les travaux, vous avez commencé à anticiper comment vous pourriez l'exploiter, vous êtes projeté sur comment vous alliez refaire les appartes. Et finalement, vous avez l'impression, ce temps que vous aviez passé, c'est une sorte de coût irrécupérable. Et donc, le danger du biais de coût irrécupérable, c'est qu'en fait, vous aviez des données qui étaient intéressantes au départ. Elles le sont beaucoup moins une fois que vous avez avancé. Donc normalement, rationnellement, vous ne devriez pas y aller sur ce projet-là. Sauf qu'entre-temps, vous avez passé vachement de temps sur ce projet-là. Et ça, le biais du coût irrécupérable, il peut vous faire dire, bon, j'y vais maintenant, j'ai investi trop de temps sur le truc, il faut que j'y aille. Alors, on peut l'avoir de façon tout à fait symétrique en bourse. Hein. Vous avez passé beaucoup de temps sur une analyse fondamentale d'une entreprise dont vous étiez convaincu que c'était une bonne activité, que l'achat de l'action était intéressant, etc. Vous avez lu les rapports d'activité sur 1, 2, 3 ans, épluché les comptes, vous avez passé 2-3 jours. Alors, il y a des alertes au milieu des rapports, mais en fait, vous les voyez qu'à la fin de votre analyse fondamentale, et puis comme vous au début vous trouviez que des trucs bien, vous y aviez passé un certain temps, et vous avez le biais du coup irrécupérable sur ce temps que vous avez passé, donc vous avez envie d'acheter l'action, vous ne voulez pas avoir perdu ce temps-là, et vous achetez l'action, alors que finalement, vous avez repéré 2 petites alertes, qui finalement sont les alertes qui vont en faire un investissement qui n'est pas rentable, mais ça vous le saurez que 2-3 ans plus tard. Alors, un autre biais que connaissent bien les investisseurs en bourse, hein, mais on doit pouvoir faire des parallèles dans l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le biais d'aversion au risque. Alors, c'est le graphique qui va s'afficher là. En fait, il faut savoir qu'un même gain, un gain par exemple de 20%, ça peut être pareil si je le faisais en valeur absolue en euros, vous procure moins de plaisir que ne vous procure de peine une perte du même montant, donc une perte de 20%. On n'est pas symétrique entre la peine que provoquent les pertes et le plaisir que provoquent les gains. Alors c'est bien d'anticiper ces risques, de ne pas en prendre trop, etc. Mais c'est quelque chose qui peut bloquer. Ça va typiquement être à cause de ce biais-là qu'on a certaines personnes qui mettent tout sur le livret A à 0,5% et qui se font bouffer par l'inflation parce qu'elles ne supportent pas la volatilité de la bourse ou des choses comme ça. Et c'est clairement à cause de ce biais d'aversion au risque. Mais on le retrouve aussi chez l'investisseur qui a franchi le pas d'investir en bourse. Il va avoir par exemple une action qui a monté, qui a pris 30%. Finalement, cette action, elle a pris 30%, mais l'entreprise, elle s'est améliorée en parallèle du cours de l'action, donc c'est un super business, il a augmenté, il est en croissance, il a augmenté ses résultats, etc. Même à plus 30% par rapport à son achat, le business a évolué en même temps, finalement, l'action n'est pas forcément trop chère. Sauf que l'investisseur, il va avoir peur de perdre ces 30% de plus-value qui ont été faites, il va dire ça risque de rebaisser, etc. Donc il va vendre son action.
puis il ne va pas profiter de la suite où elle aura peut-être fait plus 100, plus 150%. A l'inverse, quand il va avoir une action en perte, même si finalement les signaux du business sous-jacent lui montrent qu'il avait fait une erreur puisque le business sous-jacent se dégrade, les perspectives se dégradent, etc., il ne va pas vouloir se couper un bras parce qu'il va espérer que ça remonte. Et s'il se coupe finalement le bras, il va tout de suite faire une perte certaine et définitive. Et ça, c'est quand même un biais qui peut être un peu embêtant en bourse, parce que c'est ce que Peter Lynch, donc, qui est un célèbre investisseur en bourse américain, qui a fait des performances assez considérables dans les années 90, il disait c'est un peu comme si vous aviez un jardinier qui passe son temps à couper ses plus belles fleurs et puis à mettre de l'engrais sur les mauvaises herbes. Donc c'est quand même un biais dont l'investisseur en bourse doit avoir conscience. Alors un autre biais qu'on a en investissement, c'est le biais des relations cause à effet. Imaginons, vous êtes un investisseur en bourse, quand vous avez commencé, vous avez fait des pertes, des performances pas terribles, etc. Et puis, une année, vous faites plus 30%. Donc déjà, plus 30%, c'est bien en valeur absolue. Et en plus, cette année-là, le marché, les indices, dans leur ensemble, avaient fait plus 15%. Donc vous vous dites, cette année, j'ai fait une super performance. Ça valait le coup d'y passer du temps, de lire, de regarder quelques vidéos sur la bourse, sur YouTube, etc., de lire un peu quelques livres. Vous dites, j'ai vachement progressé, et voilà, maintenant je vais pouvoir, entre guillemets, faire vraiment bien en bourse et puis continuer sur ma lancée. Sauf qu'en fait, le biais des relations cause à effet, c'est que souvent on sous-estime le rôle du hasard. Alors peut-être que vous avez progressé, mais peut-être aussi que si vous avez fait 30% cette année-là, c'est un coup de bol, entre guillemets. Ce truc-là, on le trouve aussi sur la réussite entrepreneuriale, qu'après coup, on explique toujours par le talent. Alors que souvent, sur les gens qui ont vraiment le mieux réussi en entrepreneuriat, ceux dont on entend parler, qui sont très célèbres, c'est certes du talent, mais c'est quand même une combinaison talent plus chance. La chance a joué un rôle dans l'histoire. Alors, la prolongation un peu de ce biais de relation cause à effet, mais on pourrait l'appeler comme ça aussi pour l'exemple que j'ai donné pour la bourse, c'est le biais d'autosatisfaction. Ça va un peu ensemble. Bon, je vais prendre un exemple de la vie courante, mais vous, finalement, comme ça vous le comprendrez et vous savez que vous pouvez être soumis à ce biais-là en investissement. Vous jouez dans une équipe de foot amateur, vous avez gagné le match ce dimanche. On va supposer qu'on n'est plus en circonstance Covid, qu'on a le droit de jouer au foot. Vous rentrez tout content chez vous, vous dites ah ouais, j'ai bien joué. Et puis imaginons le dimanche d'après, vous perdez le match 1-0, voilà, une petite défaite. Peut-être que vous ne dites pas on a mal joué, peut-être que vous dites l'arbitre nous a enfumé. Voilà, donc finalement dans le biais d'autosatisfaction, c'est de s'attribuer les mérites, et puis par contre les échecs de les attribuer à une cause extérieure. Et à la base, on est tous, parce que c'est la nature humaine, soumis à ce biais-là. Donc il faut essayer de rationaliser pour s'en protéger au mieux. Et donc c'est important de le connaître, puisqu'on y est tous soumis. Et tous les biais que je cite, là, en fait, ces biais comportementaux, ce sont nos ennemis en investissement et c'est eux qui vont nous faire des erreurs. Puisque en investissement, si on veut être le meilleur investisseur possible, il faut être le plus rationnel possible. Donc il faut arriver à se protéger au maximum et à éliminer au maximum ces biais comportementaux de notre processus. Alors un autre biais qu'on connaît en investissement, c'est ce qu'on appelle le biais rétrospectif. Alors le biais rétrospectif, c'est la tendance à rationaliser après coup des événements imprévus en considérant ou en jugeant qu'ils étaient prévisibles ou qu'ils étaient probables. Ça va être pourquoi tu n'as pas acheté de l'IMO à Bordeaux il y a 10 ans alors qu'avec l'arrivée du TGV, c'était sûr que l'IMO à Bordeaux il allait doubler en 10 ans. Pourquoi tu n'as pas acheté plus d'actions pendant le crack du Covid en mars 2020 puisque c'était sûr qu'on allait trouver assez vite un vaccin, c'est comme la grippe, c'est les mêmes vaccins, et puis que ça allait remonter assez vite derrière.
Moi, je l'ai connu hein, avant de quitter mon job quand j'étais sur les marchés de l'énergie. Parfois, on me disait pourquoi on n'a pas acheté plus pendant que c'était bas ou voilà, pendant le crack, pendant la correction. Alors on achetait à chaque fois, mais pourquoi vous n'avez pas acheté plus pendant que c'était bas? Maintenant, ça a remonté, c'est con, il nous en faut plus. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, souvent, ils donnent des leçons, mais ils n'ont même pas de PEA et ils n'ont jamais fait un seul vrai euro en bourse. Donc voilà, c'est le biais rétrospectif. Il faut essayer de ne pas y être soumis et de ne pas regretter des choses que vous n'avez pas fait maintenant que vous connaissez la musique. Les gens qui raisonnent comme ça, en principe, ils investissent rien, ils gagnent jamais rien en investissement. C'est pas la peine de les écouter ou de s'en inspirer. Alors il nous reste encore un dernier biais comportemental en investissement à découvrir. Avant, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit commentaire pour me dire à quel biais vous avez déjà été soumis, lequel vous avez découvert que vous ne connaissiez pas dans la vidéo, mais que vous pensez qu'il faut y faire attention. Donc si vous pouvez mettre tous un petit commentaire, ça aide au référencement de la chaîne et voilà, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Alors notre dernier biais, c'est ce qu'on appelle le biais de ségrégation. Alors le biais de ségrégation, il peut à la fois avoir des vertus, mais aussi des risques. Le biais de ségrégation, en fait, c'est celui qui consiste à ranger l'argent dans des compartiments. L'argent que je garde pour ma retraite, l'argent que je garde pour les études des enfants. Donc ça peut avoir des vertus finalement, puisque c'est de l'argent que vous n'allez pas risquer, que vous allez garder, donc voilà, finalement en gestion des risques, ça peut se défendre. Mais parfois notre cerveau a aussi tendance à compartimenter l'argent en fonction de sa provenance. Vous allez par exemple pas mettre dans la même case mentale l'argent que vous avez durement gagné dans votre job, et de l'argent qui viendrait voilà, de façon qui a l'air un peu plus facile, un peu plus artificielle. Alors bon, je vais citer l'héritage du cousin lointain que vous connaissiez même pas, qui tombe par surprise, petit héritage, voilà, 20 000 € qui arrivent comme ça. Ou alors maintenant qu'on est au prélèvement à la source avec les impôts, vous pouvez avoir le remboursement des défiscalisations là, qui arrive un coup en janvier, un coup en septembre. Finalement, vous payez vos impôts plein pot avec votre taux forfaitaire, et puis il y a les remboursements de réduction d'impôts qui arrivent un peu comme par miracle sur le compte à 60% en janvier et puis au solde en septembre. Voilà, cet argent, vous pouvez le mettre mentalement dans une autre case dans votre tête. Vous avez l'impression que ce n'est pas de l'argent durement gagné comme votre salaire, que c'est de l'argent plus facile. Et ça peut conduire à le dépenser n'importe comment, c'est-à-dire ni en l'investissant rationnellement, ni en vous faisant plaisir, en le dépensant dans une connerie que vous allez regarder une fois et mettre au fond du garage et puis plus jamais regarder. Alors qu'en fait, vous l'avez mis dans une case mentale différente, mais ces 1000 €, c'est exactement les mêmes 1000 € que vous avez gagnés en allant vous faire chier au boulot, entre guillemets. Donc voilà pour un peu tous ces biais comportementaux qui peuvent affecter vos investissements, que ce soit en bourse, en immobilier ou même, on va dire, de façon plus générale, sur le placement de votre épargne. Alors, je vais citer 2 livres si vous voulez en savoir un peu plus sur les biais comportementaux et aller plus loin là-dedans. En attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle les miens. Donc, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès, voilà, qui est une entrée en matière dans le domaine de gestion du patrimoine, un peu plus pour les débutants et donc qui compare les actifs entre eux. Investir en bourse, style gagnant, style perdant pour la bourse. Mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. Et puis sa suite applicative, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Et en plus, il y en a un 5e qui va sortir d'ici cet été, donc petite surprise. Voilà, si vous êtes abonné à la chaîne, ça vous permettra d'être au courant en temps et en heure. Surtout, je fais toujours une petite promo avec un prix préférentiel la première semaine. Alors, les 2 livres, je vais vous mettre les références dans la description de la vidéo qui vous permettent d'aller un peu plus loin sur ces biais comportementaux. Ça va être un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Alors ça, c'est sa version anglaise, mais il est disponible en français. De mémoire, son titre en français, c'est Système 1, Système 2. Mais je vais vous mettre directement le lien dans la description de la vidéo si jamais je me suis trompé sur le titre. Donc comme ça, vous l'aurez. Et le deuxième, alors qui malheureusement n'est disponible que ce coup qu'en anglais, c'est The Little Book of Behavioral Investing de James Montier.
Donc regardez bien la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers mes livres, le lien vers ces 2 livres, et puis je mets toujours un petit cadeau bonus ou des petits cadeaux bonus, que ce soit sur la bourse ou l'immobilier à télécharger, hein, je les change d'une vidéo à l'autre, à télécharger gratuitement pour vous, donc qui vous aideront dans vos investissements. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas le petit like et puis de vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis donc à bientôt sur la chaîne ou sur Blog Mes Investissements.